Est-ce que tu savais que si tu es comme moi, un homme qui fait du sexe avec d'autres hommes, multipartenaires, la reco, c'est de te faire dépister tous les 3 mois. Un peu comme le dentiste, détartrage une fois par an, dépistage tous les 3 mois. Et ça, même si tu n'as pas beaucoup de partenaires ou que tu fais pas des trucs super olé olé. Plus d'infos sur le site de mon partenaire, sexosafe.fr. Bisous. Salut, moi c'est Guillaume, je suis gay et j'ai été très longtemps sexuellement bloqué. Ce podcast, c'est comme un guide. Chaque épisode t'aide à sortir du non-dit, à entendre tes désirs et donne des conseils pratiques pour ta vie sexuelle ou amoureuse. J'essaie de vivre de ce podcast, alors si tu aimes mon contenu, fais un don. Tape bit.ly/comment devenir dans ton navigateur. Tu auras aussi mon Instagram pour voir ma petite tête et les infos pour venir à une rencontre entre auditeurs dans ta ville. À la toute fin de cet épisode, je t'en dis plus sur les coulisses du podcast et comment la communauté des auditeurs peut t'aider. Allez, place à ton épisode, bonne écoute. Pardon ? C'est trop bien. T'avais raison, finalement, toutes les notes. Enfin, ce qui sort, et puis voilà. Ouais. C'est génial. Et puis même, comment je pourrais dire ? Il y a un véritable échange qui est tellement agréable. Tant mieux. Ouais. Merci. Merci. Ouais. Je te remercie. Non, c'est moi qui te remercie, vraiment. Merci à toi. On se lance dans notre partie 2 ? On peut. Mathieu, coucou. Il était beau ce premier épisode. Ah putain. J'espère... En fait, moi, je me sens super ému. Donc, principalement, je passe pas mal d'énergie à me dire c'est quoi la bonne question d'après. Et tout le reste à pleure pas. Parce que j'ai envie d'être fort avec toi. Non pas parce que on n'a pas le droit de pleurer, toi et moi, on a le droit. Mais je crois beaucoup que c'est un moment qui est pas aussi triste que ce que mon cerveau veut me dire. Parce que ton témoignage, il vibre. Et je me mets à côté de la personne qui écoute et à qui ça fait beaucoup de bien. Et je me dis, putain, quel super témoignage. C'est gentil. Ouais, et puis en plus, j'ai hâte que tu racontes la suite et ce chemin de reconstruction dans lequel tu es, quoi. Oui. Moi, je m'étais arrêté. Tu te fais une triste promesse. Tu te dis, c'est trop dur. Je vais jusqu'au bac, après je me suicide. Oui. Je me vois pas heureux, gay, homosexuel. Et sauf que ça s'arrête, cette promesse se casse sur un coup de foudre. On est au CDI, à la bibliothèque. Et le CDI, ça existe encore aujourd'hui. Oui, ça existe. Toi qui es prof, théorie, t'as un CDI dans ton... Oui, bien sûr. Voilà. Un garçon plus âgé en prépa te regarde 3 fois de suite. Ouais, un regard assez insistant. Et puis des yeux bleus, mais incroyables, dans lequel je me perds complètement. Moi, je révise et je comprends pas ce qui m'arrive, parce que c'est pas tant une attirance sexuelle, mais c'est vraiment, je le trouve beau. Chose que j'avais jamais vraiment ressentie pour un garçon. T'es en terminale ? Je suis en terminale, oui. Ah oui, vraiment, là, le bac, elle est arrivée, quoi. Vraiment, j'arrivais à la fin de ma promesse. Et tu te préparais de plus en plus ? Oui. Alors, plus en plus, ça faisait plusieurs années que je me préparais, donc en soi... C'est cette scarification. Oui, cette chaque jour. Je pourrais pas trop le quantifier, parce que tu te doutes bien que quand tu restes 40 minutes dans la salle de bain pour te scarifier, les parents, ils sont pas très contents, parce que tu prends du temps, la salle de bain. On était dans une famille de 5 en tout. J'ai 2 sœurs. Donc, je pouvais pas le faire chaque soir non plus. Mais quand j'avais effectivement le temps, je le faisais. Donc, j'arrivais à la fin, quoi. Et indirectement, je me sentais prêt. Je vais en plus essayer de vivre pleinement cette année de terminale, avec tous les événements qui étaient autour. Et donc, je révise le CDI pour avoir mon bac, parce que l'objectif était aussi de l'avoir, ou en tout cas de tout donner pour l'avoir. Et donc, ces regards, bon. Et en fait, ça s'est pas arrêté là. Quand je suis revenu plusieurs fois de suite au CDI, et qu'il était là, il se mettait en face, sur une table toujours en face de moi, où on se regardait, j'osais pas forcément aller vers lui, il osait pas non plus aller vers moi. Et en fait, je ressentais quelque chose dans la poitrine que j'avais jamais ressenti.
accélération du rythme cardiaque, je me sentais chaud, les papillons dans le ventre. Et c'est vraiment cette image-là du coup de foudre que j'avais encore une fois jamais vécu pour un homme. Et surtout, je n'envisageais pas pouvoir ressentir comme ça de l'amour pour un homme. J'avais associé l'homosexualité uniquement à un désir sexuel. Encore une fois, dans mon imaginaire, quelque chose de sale, qui est pas... Enfin oui, qui est sale et qui est péché, en plus, envers un garçon, quoi. Et donc là, oui, sentiment amoureux qui est censé, pour moi, être positif, quoi. Et donc, ouais, je revis littéralement quand il me voit. Quand je monte au CDI, ça me donne encore plus envie de réviser, parce que je sais que je vais peut-être le voir, tout ça. Et ça monte un peu crescendo, c'est-à-dire que il me voyait réviser de la physique-chimie. À un moment donné, il me propose un livre. Je vais pour chercher un livre dans les rayons, il se lève aussi. Il me dit « Ah, je te vois que tu révises la physique-chimie, je suis en prépa de physique-chimie, je te conseille plutôt ce livre-là, il est plutôt pas mal. » Donc je lui explique que c'est pour le bac. Il me fait « Non, mais t'inquiète, il est plutôt bien pour ton niveau, pas de souci. » Et donc là, je me dis « Waouh, ok, je viens de parler avec la personne. » C'était quelque chose d'incroyable, franchement. Et on parlait comme ça de temps à autre. La professeure documentaliste avait vu que je travaillais beaucoup, et notamment le mercredi après-midi. Même si les élèves n'ont pas cours le matin, on pouvait retourner au CDI, et c'était ouvert pour les élèves d'école préparatoire, justement. Où là, justement, le CDI est rempli d'élèves de ce niveau-là. Et la professeure donc, documentaliste avait vu que je révisais beaucoup pour le bac, et elle m'avait dit « Mais tu sais, je connais... Il y a un garçon qui est en école préparatoire, qui s'y connaît bien, qui pourrait peut-être t'aider, je peux lui demander, c'est l'ami à mon fils. » Et elle me le montre du doigt, et c'était lui. Ça m'a mis très mal à l'aise. Je me suis dit, mince, si jamais... Enfin, je sais pas, moi, ça m'a... À la fois, j'étais en fait dans cette envie de constamment être avec lui, de ressentir ces émotions que je chantais, quoi, ce coup de foudre, et en même temps, c'était tellement fort, tellement violent. Et je revive... C'est une sorte de... J'étais pleinement vivant, c'est ça. J'avais plus l'habitude. Que ça me faisait peur. C'était très... C'était quelque chose, j'avais plus l'habitude, en fait, je pense. Et je me suis dit, ah ouais, en fait, c'est ça, ressentir un sentiment amoureux. C'est beau. C'est pas moche du tout, en fait. Et en fait, si c'est réciproque, je peux peut-être être heureux. Il y a peut-être une suite. Et donc, j'en ai parlé après avoir passé le bac. Je continue à aller au CDI pour le voir et pour parler un petit peu. Parce que lui, il révisait pour ses concours de fin d'année. Et je prétextais de me préparer pour les études post-bac. Donc je continuais à réviser du post-bac alors que mon bac était fini. Tous les élèves de terminale, eux, ne venaient plus au lycée. Moi, je continuais à y aller. T'avais eu ton bac? T'avais pas les résultats encore? J'avais pas encore les résultats ou je venais de les avoir. Je ne sais plus, honnêtement. Mais je continuais du coup. Et je me suis dit, va falloir que je lui demande. Sauf que si je lui demande... et que mes parents sont pas au courant, ça va être l'horreur. Il faut que j'en parle à ma mère. Quoi? Ben si je me fais des idées, ou est-ce qu'il serait attiré par moi, est-ce qu'il partage ce que je ressens. Et donc j'utilise toute cette force en fait que j'avais accumulée durant plusieurs semaines pour le dire à ma mère et à mes sœurs que je suis attiré par les garçons et que j'ai un coup de foudre. Alors, je l'ai dit à ma mère en premier, et elle l'a très bien pris. J'ai eu beaucoup de chance sur mon coming out, que ce soit avec mes sœurs ou mes parents, en vrai. Et elle l'a très bien pris. Elle m'a dit effectivement qu'elle faisait elle a été malgré tout, très franche. Elle m'a dit qu'elle devait faire un deuil de l'enfant qu'elle s'était imaginé. Parce que, surtout à l'époque où je lui ai dit, il y avait moins de famille homoparentale. Et donc, elle me disait, je dois faire le deuil de potentiellement ma petite... ma belle-fille, ma descendance, c'est ça. Et elle s'était imaginé tout un chemin tracé pour moi, quoi. Elle devait donc faire ce deuil-là. Mais qu'elle m'acceptait complètement et qu'elle voulait que je sois heureux. Quand je l'ai dit à mes sœurs, pareil. Ça s'est très bien passé. Ma grande sœur, elle m'a dit, je m'en doutais quand même,
Et honnêtement, je l'ai pas forcément bien pris. Le côté, je m'en doutais, parce que j'étais encore à batailler par rapport à cette virilité que j'essayais de reconquérir. Et donc le fait qu'on me dise, je m'en doutais, ouais, j'étais un petit peu, je me disais, mince, c'est que j'ai pas fait correctement mon job. Bien sûr. Indirectement. Bien sûr. Et donc, quand je l'ai dit, en fait, finalement, tous les représentants féminins qui comptaient pour moi, ma mère et mes sœurs, je l'ai pas dit à mon père, j'ai demandé à ma mère qu'elle ne lui en parle pas, parce que mon père, c'était trop complexe pour lui, et puis vraiment, l'année de terminale avait été terriblement compliquée avec lui, avec beaucoup de violence. Je suis allé demander à cet élève s'il avait les mêmes sentiments pour moi. Sur Messenger. Et il s'avère que absolument pas. C'était mon premier râteau. Ah. Alors, et pourtant, effectivement, il y avait eu... moi, dans ma situation à moi, j'avais interprété beaucoup de signes, quoi. Tous ces regards, le fait qu'ils se mettent constamment assis devant moi. Mais vraiment, j'avais établi J'étais très scientifique, j'ai fait une formation scientifique, j'avais pris le bac S à l'époque, j'avais établi sur mon cahier de brouillon toutes les fois où il se mettait assis à côté de moi versus toutes les fois où il ne le fait pas. Et c'était écrasant le nombre de fois où il se mettait assis à côté de moi, enfin devant moi je veux dire, sur la table d'à côté, et je changeais régulièrement de place en me disant ça se trouve il a peut-être une position fétiche, et non, enfin... les fois où il me parlait, parce que pareil, c'est lui qui avait commencé à me parler, à me conseiller ce livre alors qu'on se connaissait de nulle part, enfin... Et donc, oui, effectivement, apparemment, non. Bon. Je suis avec toi. Ouais. J'ai eu la même. Ah ouais? Et je l'ai récemment recontacté. Oui. Parce qu'encore aujourd'hui, j'ai du mal à croire que je me suis inventé un film. Donc moi, c'était pas à la bibliothèque, mais c'était au collège. Et après, 20 ans ont passé, puis lui, il a sa vie et tout. Mais là, il m'a dit, ah ouais, je crois, je lui dis, mais tu te souviens? Il me fait, ah ouais, je crois me souvenir que de mon côté, c'était que de l'amitié, et toi, c'était plus. Enfin, tu vois, il s'en souvenait et tout. Et encore aujourd'hui, je suis là. Bon. mais peut-être que c'est juste mon petit cœur qui n'accepte pas le... Mais ouais, en fait, c'est ouf quand le cerveau se met à chercher des signes. Mais oui. Putain, on en trouve partout, quoi. On en trouve partout, et puis... Tu devais être tellement triste. Non. Ah ouais? J'étais content. Parce que, en fait, il m'avait donné la force de le dire à ma mère et à mes sœurs. Il m'avait donné un futur. Alors oui, c'était pas le futur avec lui, mais c'était un futur, et c'était... Je sais pas comment dire, il m'avait redonné l'énergie, et surtout espoir. De me dire, non, en fait, il y a une suite après ce bac. Et voilà. Donc, non, plutôt, en vrai, j'ai plutôt été reconnaissant. Il y a une question que j'aurais dû te poser à l'épisode 1, sur tout ton processus au collège et au lycée. 40 minutes dans la salle de bain, dans une famille où ton mal-être est passé invisible. Oui. Parce que c'était une situation assez compliquée, notamment au lycée, où, comme je disais, je m'engueulais beaucoup avec mon père. Un petit peu avec ma mère aussi, honnêtement. Moins fréquemment, mais un peu quand même. Alors, parler de mes ressentis, forcément, on a toujours tendance à se trouver légitime, légitime, plus ou moins dans une dispute, donc j'avais pas forcément l'impression d'être plus particulièrement chiant, mais je devais l'être, parce que beaucoup de pression, beaucoup de stress, parce que j'allais mal. Donc je pense que ça explique en partie le fait que j'étais en conflit avec mes parents. Peut-être sur quoi? Le conflit, c'était autour de quoi? La violence avec ton père, c'était quoi? Mon père, j'apprenais à m'affirmer. Et j'étais pas forcément d'accord avec lui sur beaucoup de choses. Et donc ça pouvait partir de pas grand-chose. Et ça partait très vite après en engueulade. J'essaie un petit peu de réfléchir si j'ai un exemple qui me vient. C'était sur cette question de la virilité, d'être le bonhomme. J'avais cette impression, en fait, qu'il savait, mais qu'il voulait pas me le dire. C'est-à-dire qu'il avait ce besoin de tout contrôler. Par exemple, c'est quelque chose qui me stressait énormément. Il me disait souvent, mais tu sais Mathieu, je peux facilement avoir l'entièreté de ton historique sur Internet et savoir exactement où tu vas et ce que tu fais, même si tu supprimes ton historique. Et il me disait régulièrement ça.
Et moi, j'allais au lycée, j'avais découvert les sites pornographiques gays. Ça me faisait énormément peur qu'ils me disent ça. J'avais l'impression qu'ils savaient, mais qu'ils voulaient pas me le dire et qu'ils me mettaient une sorte de pression. Et donc, j'avais constamment cette impression qu'ils me détestaient et qu'ils voulaient pas me le dire, en fait. Qu'ils ne voulaient pas me dire que mon homosexualité était la raison pour laquelle ils me détestaient. Et donc, moi, je pense que de mon côté, j'étais très sur la défensive. Et il te menace. Un petit peu, ouais. Et quand on s'engueulait, on partait à la fois assez loin verbalement, on criait, mais physiquement. Et puis lui, il était plus grand que moi, 1m90, plus baraqué que moi, surtout à l'époque, j'avais bien maigri. Et donc oui, c'est parti souvent en main. C'est-à-dire qu'il n'était pas non plus à me taper, mais il était violent avec ses gestes. Sans le vouloir, je pense pas qu'il aurait voulu me faire du mal, mais il avait très rapidement... il pouvait m'immobiliser contre un mur, me prendre par le cou, des trucs comme ça. Sans pour autant une volonté de me cogner encore une fois derrière, mais il était très sanguin, et donc... Oui, donc à la maison, il y avait ce climat-là, mais oui, et donc, auquel ton mal-être... Et moi, totalement, il passe inaperçu, parce que c'est dispute sur dispute, je m'entends pas forcément bien non plus avec ma grande sœur, parce que le soir, moi, avec tout ce mal-être-là, le soir, j'arrive pas à me coucher. Pour moi, le fait de rentrer, d'être tout seul dans mon lit, dans ma chambre, c'est être tout seul avec moi-même, avec mon mal-être. Et donc, moi, je veux pas ça. Donc, j'ai ce besoin de continuellement me relever, de retarder le plus l'heure du coucher. Et ma sœur, elle, c'est tout le contraire. Elle a besoin de sommeil, elle se couchait très tôt. Et le moindre bruit la réveillait. Et donc, moi, je la réveillais sans le vouloir. Et donc, ça partait en dispute parce qu'elle était persuadée que je faisais ça pour cacher sa vie. Alors que pas du tout. Je fuyais simplement le moment où j'allais être tout seul avec moi-même. Et donc, en fait, c'était dispute sur dispute dans le milieu familial. Où, bien sûr, extérieurement parlant, j'étais la personne, en tout cas, l'enfant qui posait problème, puisque je dérangeais ma grande sœur, je m'engueulais avec mes parents. Et donc... c'est passé totalement inaperçu et je me scarifiais uniquement une portion du bras puisque je savais que j'avais pas forcément besoin d'étalonner les scarifications. Je voulais pas que ce soit visible, moi, de base, donc je le faisais sur environ 1 cm, toujours du même poignet, et par-dessus je mettais une grosse montre. Donc je pouvais mettre le pansement dans le sens longitudinal, mettre la montre dessus et voilà, on ne le voyait pas. C'était ça, en fait, effectivement, que j'ai pas forcément précisé. Et donc j'avais cette montre constamment sur moi. Ouais. Si tu aimerais que ta famille entende cette partie de ton témoignage, parce que après là on va glisser vers ta sexualité, j'imagine que bof. Mais sur cette partie-là, ils sont au courant? Non. Ma petite sœur a été mise au courant il n'y a pas longtemps que je me scarifiais. Ma petite sœur, j'ai une très forte relation avec elle à l'heure actuelle. On est très proches. Et ouais, elle a été assez mal quand je lui ai dit. Je lui ai dit, mais tu sais, ça va mieux maintenant, il n'y a pas de problème. Puis elle s'en est voulu, en fait, de ne pas avoir vu que j'allais mal. Et donc à ce moment-là, j'ai compris qu'en fait, c'était plutôt destructeur de le dire. Ah ouais? Qu'ils le sachent ou non, à l'heure actuelle, ça ne changera rien du tout. Ça va juste leur donner la culpabilité de ne pas l'avoir vu. Ouais. Alors que moi, je le vis très bien avec ça, c'est une partie de moi. Et je n'ai pas, quand j'y repense, j'ai pas envie de pleurer, je vais pas mal. Ouais. Ça a été dur sur l'instant présent, mais maintenant, ça va mieux. Et donc, j'ai pas envie de donner, en fait, toute cette négativité, peut-être, à des personnes qui n'ont même pas conscience que j'allais aussi mal. Oui, ça fait pas de sens pour toi qu'ils le sachent. Non, j'attends pas d'excuses, ils ont fait du mieux qu'ils le pouvaient avec ce qu'ils avaient. De ce côté-là, j'ai vraiment besoin j'ai pas besoin qu'on revienne dessus, j'attends rien de ce côté-là. Je sais que voilà, j'ai des parents qui ont toujours fait du mieux qu'ils le pouvaient avec ce qu'ils avaient. Même mon père, avec ce côté violent, j'ai su après qu'il avait une enfance qui était pas très joyeuse non plus, donc pareil. On fait au mieux avec ce qu'on a. Ouais. Et aujourd'hui, tes relations avec cette famille-là? Très très bien. Si je devais résumer, ma petite sœur, donc très fusionnelle, ma grande sœur un peu moins parce que il y a un peu de distance qui s'est creusée, et elle est très dans le passé. Par contre, elle a beaucoup de mal à se détacher de son propre passé, chose que j'arrive à faire, à accepter ce qui s'est passé, à pas continuellement ressasser. Ma mère, ça se passe très bien. J'ai une relation qui est très fusionnelle à l'heure actuelle avec ma mère. Et mon père, ce qui est particulier, c'est du jour où j'ai quitté le foyer familial, notre relation s'est améliorée. Mais c'est vraiment le fait d'être resté dans le foyer familial, le fait d'être constamment l'un sur l'autre, qui était, je pense, l'origine des problèmes. Et pas ma sexualité, puisque
il a su que j'étais homosexuel Ouais. et il l'a absolument pas mal pris. Je n'ai jamais réussi à embrasser un autre garçon devant ma famille, mais en mode comme deux personnes qui s'aiment, qui s'apprécient, ou non, qui s'aiment, parce que s'embrasser... donc je parle pas d'un énorme patin, la langue qui tourne 8 fois, programme machine à laver intense, mais tu sais, t'es en famille avec ton frère, sœur ou autre, neveu, nièce ou tante, ou voilà, et puis dans un geste d'affection, quoi. Je n'ai jamais réussi, je n'ai jamais osé. Ok. Est-ce que toi, tu te sentirais? En fait, j'ai connu du coup qu'un seul copain. Et enfin, je l'aime éperdument. Et donc oui, complètement. Moi, je suis content. Enfin, je suis content. J'exprime mon amour comme je le veux dans ma famille. Super. Et il l'accepte. Et puis ma famille l'accepte complètement. J'ai pas une très grande famille. Et donc, dans les repas familiaux, finalement, enfin, dans la famille, il n'y a jamais eu de remarques déplacées. Tu te sens à ton aise, quoi. Maintenant, complètement. Ouais. C'est pour ça qu'il y a une sacrée évolution, en fait, entre mon ressenti au collège, au lycée, et à l'heure actuelle, à quel point je suis bien, en fait, dans mon couple et dans ma manière d'exprimer mon homosexualité, d'exprimer qui je suis au fond de moi, et que j'ai absolument plus à rougir de faire, je sais pas, des activités qui pourraient être associées au genre opposé, par exemple. Tu fais quoi comme activité associée au genre opposé? Il n'y a pas longtemps, il y a eu la Gay Pride. J'ai fait des bracelets brésiliens aux couleurs de la Gay Pride, par exemple. Voilà, des choses... C'est tellement disruptif. Non, mais t'as vu ça? Non, mais voilà, des trucs... des choses comme ça. Je me pose plus de questions et je l'ai fait je l'ai fait en salle des profs, devant les collègues. J'étais avec mes petits fils là, à faire les petits... Bah oui. Et puis je m'en foutais. Et certains collègues sont venus me dire « Ah, tiens, c'est sympa ce que tu fais. Ouais, bracelets brésiliens, tout ça, pour la Gay Pride. Ah, trop bien. » Bah ouais. Et ils sont où? Je vois pas là ton poignet, les bracelets brésiliens. Parce que je reviens du collège. Alors je les mettais pas au collège par contre. Je les ai fait au collège en salle des professeurs. Mais en tant que prof, t'as pas le droit de porter un signe distinctif. C'est compliqué. Là, dans mon collège à l'heure actuelle, non. Parce que là, je risque trop en fait par rapport à ma posture d'enseignant. Et de manière générale, je pense pas que ce soit toléré par l'éducation nationale. On est des enseignants, on n'est pas des personnes avec une identité propre. Okay. On est l'enseignant. Et l'enseignant, par définition, n'a pas de genre, n'a pas d'orientation sexuelle. Enfin voilà, ce côté un petit peu... Sinon, il pourrait peut-être... Enfin, je sais pas, je pense que ça peut poser problème dans les valeurs qu'on est censé porter. Ok. On reviendra sur ça plus tard. Coup de foudre, coming out. Ouais. Dans le chemin entre... finalement... Il y a impossible. Ouais. C'est possible, c'est impossible. Mais c'est marrant parce qu'il y a un double sens. Mais tellement. Être amoureux, c'est impossible. Oui. Moi, je veux le dire. C'est possible d'être amoureux, je vais y arriver. Je sais pas pourquoi ça me fait marrer. Mais ok. Et en 2020, on tombe amoureux. Enfin, pas toi et moi, mais toi et ton amoureux. Oui, c'est ça. Et le bac, on est en quelle année à peu près? 2016. Ok, pendant ces 4 ans, paf, tu t'ouvres, tu deviens un homosexuel. Enfin, Pas du tout. Pas du tout. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben, donc ma famille proche était au courant. Je rentre en licence. Là, je travaille beaucoup. J'ai ici et là quelques attirances visuelles envers des garçons. Des petits crushs, comme on pourrait dire. Voilà, il est plutôt pas mal. Un peu ce coup de foudre que j'ai eu au lycée, mais en moins fort. Mais pour autant, j'ai jamais l'audace d'aller demander ou de faire des rencontres sur des applications parce que je vis encore chez mes parents et que mon père n'est pas encore au courant. Et puis, malgré tout, je vis dans une cité, donc c'est pas le meilleur endroit, je trouve, pour faire des rencontres. Enfin, j'avais cet a priori-là pour faire des rencontres, pardon. Parce que tu te sentais en danger, tu disais si je ramène quelqu'un chez moi. Bah, déjà, mon père n'était pas au courant. Je pensais qu'il était foncièrement homophobe. Et puis ça n'allait pas parce que j'étais dans une chambre avec un lit simple superposé, enfin tous des trucs j'aurais pas pu m'imaginer faire des premières fois dans ce type d'endroit. T'avais pas ta propre chambre? Non. Non. Quand tu disais je pensais que mon père était homophobe, dans notre pré-entretien tu l'as quand même cité
en train de dire un truc super homophobe. Tu te souviens ou pas? Alors, je sais peut-être cette anecdote-là que je t'ai parlé quand tu voyais des garçons s'embrasser, c'est ça, à la télé, et qui disaient notamment moi, j'aime pas quand c'est bizarre, j'aime pas quand deux PD s'embrassent, je crois, un truc comme ça qu'il avait dit. C'est quand même bizarre. Enfin, sur le ton de l'humour. Mais c'est compliqué à accepter parce qu'on se dit mince. Je pense un petit peu derrière l'humour, il y a qu'il toujours était foncièrement homophobe. Tu édulcores un chouïa. Et je pense qu'il y a... Peut-être que j'ai dit le corps. Non, mais je vais t'expliquer pourquoi je viens de chercher à cet endroit-là. C'est parce que moi, je ne suis pas psy. Oui. Et j'ai pas les compétences de savoir comment on se guérit de l'homophobie. Oui. Mais j'aime bien nos deux chemins. Là où toi, et point final, t'es heureux, aujourd'hui t'as une stabilité, un équilibre, il n'y a pas à refaire le film, on s'en tape. Et je trouve ça très chouette que ton témoignage soit entendu et qu'en fait il y a des façons non confrontationnelles de se réparer. Oui. Moi, je suis très confrontationnel. Et quand en fait je dis à ma famille j'étais seul et j'ai vécu de l'homophobie et que eux vivent de la culpabilité, c'est leur affaire. J'ai pas envie de les faire souffrir, mais je vais pas moi altérer mon histoire parce que toi, hétéro qui n'a pas vu, tu vas vivre un moment, en effet, où tu vas te poser 2-3 questions, sans pour autant les blâmer. Il y a plein de raisons pour lesquelles on peut ne pas avoir une souffrance. Deuxièmement, on est tous porteurs et porteuses de souffrance. Donc, peut-être que mon père était en train de se battre contre un diagnostic de cancer et moi, enfant, je comprenais pas ça. Enfin, donc, il y a pas une question de vous êtes donc les coupables, etc. Mais je sais que dans mon processus de réparation, je confronte en essayant d'être assez doux, même si à mon avis, si ma famille pouvait s'exprimer, elle dirait t'es mignon, t'es pas très doux. Je pense pas être agressif, mais de fait, tu vois, je trouve que c'est une bonne question à se poser, de se dire mais c'est quoi mon rôle, ma responsabilité de parent, de frère, de sœur, et la personne peut aboutir à je n'avais aucun rôle. Mais du coup, ne pas édulcorer la réalité de l'homophobie que j'ai vécue, pour moi, est essentielle, même si ça génère des conversations assez malaisantes. C'est pour moi une façon d'assainir le lien pour qu'après on puisse se regarder et qu'on puisse se dire on fait quoi de ce moment un peu gênant ? C'est plus à moi de le porter, c'est pas à moi d'effacer un peu ton homophobie. Quand tu as dit il y a deux mecs qui s'embrassent, c'est gênant, c'est ta responsabilité. Donc et du coup, je le remets au milieu de la table. C'est pas à moi de l'avaler et de la gommer. Et là, après, je rebondis sur ton témoignage. Si c'est une très bonne stratégie, si elle te correspond, il y a des moments aussi, je trouve, d'être l'adulte de la situation, le parent, et être en capacité de parenter ses parents et un peu de les taper sur l'épaule en disant « Ah là là ». Il y a ce côté un peu comme ça, effectivement. Tu vois, vas-y, je te lâche parce que t'es tellement ailleurs dans ton chemin et puis j'ai tellement pas besoin de ça et puis passons à autre chose, tu vois. Et amener la paix, c'est aussi très chouette. Mais j'ai aussi envie de faire entendre une autre part qui est il est temps qu'on visibilise... Il est temps que je visibilise l'homophobie. Moi, j'ai une famille où il n'y a jamais eu d'insultes, de coups ou de propos homophobes. Moi, tout est dans un non-dit et un silence et c'est lui que je visibilise. Parce que les gens me disaient, mais moi, nous, on n'est pas homophobes. Ouais, t'es pas homophobe d'une certaine façon, mais ce moment-là, ce silence-là, et mon silence qui a fait que je t'ai jamais raconté le harcèlement que j'ai vécu, c'est quand même un peu notre affaire, quoi. C'est quand même un peu notre culture familiale. Je souhaite qu'on en parle et qu'on mette le sujet sur la table. Putain, j'ai l'air tellement en colère. Non. En fait, je suis animé, mais je suis plein d'amour. Je suis plein d'amour et j'ai envie, tu vois, d'être dans l'empathie. Les gens sont pas des robots et les gens cherchent pas à faire du mal et tout. Mais je suis animé, voilà. Je comprends parfaitement ton point de vue. T'as choisi un autre chemin, toi. Puis d'autant plus là, pour l'anecdote, mon père était pas encore au courant que j'étais homosexuel. Donc j'allais pas pouvoir... parce que défendre l'homosexualité alors que moi-même, je n'étais pas out, c'était finalement une peur aussi qu'ils comprennent que j'étais homosexuel. Si je défends l'homosexualité, c'est que peut-être je le suis. Parce que toi, tu pensais qu'aucune des femmes de ton foyer, mère et sœur, ne lui ont dit ? Non. Ils sont vraiment tués jusqu'à ce que je lui dise. Tu voulais te protéger de sa violence ? Oui. Et de son rejet. J'avais déjà l'impression qu'il ne m'aimait pas spécialement.
parce qu'on s'engueulait beaucoup, et c'était ma seule figure masculine. Parce que mon grand-père maternel est décédé très tôt, je l'ai jamais connu. Mon grand-père paternel, lui, donc son papa, je l'ai pas beaucoup connu non plus, puis il était très froid avec moi. Donc c'était la seule figure, mon paternel bien sûr, mais surtout masculine que j'avais, et je voulais pas la perdre malgré tout. Tu te masturbais? Donc là, on est dans les années où tu es en licence, tu continues chez toi, il n'y a pas de relation. Tu te rappelles, tu te masturbais avant? Plus oui, je masturbais avant, bien sûr. Et tu étais dans la détestation? Détestation de moi-même, au collège. Ça a changé en licence? Oui. Bah oui, parce que j'ai compris que, à un moment donné, non seulement le désir homosexuel n'est pas un problème, il n'y a rien de mal à ça, mais de manière générale, le désir sexuel n'est pas un problème. Et j'ai assimilé le fait que je n'avais pas à rougir, à avoir honte de ce désir qui était un désir finalement comme un autre. J'ai essayé de déconstruire énormément ce désir sexuel. Me demander, ok, qu'est-ce qui pose problème dans ce désir? Pourquoi ça te gêne autant? Est-ce qu'il n'y a pas aussi un rappel à ce que tu as vécu durant ton enfance, à des non-dits, à des... Et finalement, j'ai tellement déconstruit ce plaisir et cette recherche de ce plaisir que j'ai plus eu de problème à l'assouvir. Sans psychothérapie? Non. Mais faut dire que je me parlais beaucoup en étant gosse. Enfin, en étant gosse. Durant mon adolescence et même encore un peu maintenant, j'avais tendance souvent à me poser des questions sous la douche, ou indirectement cette petite voix qui nous parle et qui pose des questions qu'on n'a pas envie d'entendre, et on essaye d'y répondre, on essaye de comprendre, mais d'où ça vient? Pourquoi ça gêne autant? Pourquoi t'es passé par là? Pourquoi t'as fait ça? Et ouais, pour le coup, c'est en thérapie. Et donc tu pouvais... Et donc, oui, Tu te branlais sur un type de mec en particulier? Ouais. Libéré, tu faisais... Ouais, elle ressemblait à quoi, ta sexualité avec toi-même? Alors, que ce soit au collège, lycée et après, j'ai toujours été plutôt attiré par le stéréotype du mec dominant qu'on peut trouver un petit peu dans les cités finalement. Donc là, je vais vraiment rentrer dans le stéréotype. Plutôt... ça me rappelle un petit peu un épisode que tu as sorti sur les dominants maghrébins. Ouais, la fétichisation. Et... Ouais. Donc c'est ça. J'étais un peu dedans parce que finalement, dans la cité, c'était ça la représentation que j'avais de la virilité. Et donc, ouais, j'étais plutôt sur ce type-là de mec qui m'attirait sexuellement. Ouais. Ouais. Un côté très sport, très comme on peut avoir dans les cités, quoi. Sportwear, jogging, ouais, c'est ça, je cherchais le terme. Ouais. Air Max. Ouais, pourquoi pas, ouais. Ouais, clairement. Plus ou moins de culpabilité, ou plus du tout de culpabilité? Moins de culpabilité, et j'ai appris du coup aussi j'ai diversifié après, au fur et à mesure, mes envies, parce que avoir un petit peu à changer de catégorie dans les sites porno. Pornographiques, merci. Et donc non, plus de culpabilité, parce que je comprends que c'est que du sexe, il n'y a rien de mal à ça. Surtout que là je suis derrière un écran, j'oblige personne. Je faisais par contre très attention à quelque chose, et c'est sur l'âge des acteurs. Il y a des moments où il fallait vraiment que j'identifie clairement, visuellement, que l'acteur soit mature, qu'il est au-dessus de 20 ans, un certain âge, quoi. Tout ce qui... les catégories twink où ils font très jeunes, ça provoquait chez moi totalement l'envie contraire, ça m'arrêtait tout de suite. Ça t'angoissait, ouais. J'avais l'impression que, oui, c'était trop enfantin pour moi, j'avais cette impression qu'ils ne pouvaient pas être consentants, et donc non, impossible. Ça te ramenait à toi, les attouchements que tu racontais à l'épisode 1. Ouais. Donc ça, c'était une de tes limites. Ouais, il fallait vraiment que ça soit le côté viril, le côté dominant, comme ça je suis sûr qu'il était consentant de ce qu'il faisait. Ouais. Dans ma représentation en tout cas. Et donc ce chemin faisant, ça veut rien dire. Chemin faisant, bon. Tandis que, non. C'est quoi la phrase que je cherche? Bon, on est en 2020 et on tombe amoureux, quoi. Oui, c'est ça. Bah oui, parce que et la pouf, quoi. Hein? On est en licence? On va à la bibliothèque? Pas tout à fait. Pas tout à fait. Cette fois-ci, pas la bibliothèque, non. Presque. Presque. J'étais pas loin de la bibliothèque. Finalement, j'étais bien au niveau de la faculté. Ce qui s'est passé, j'avais quand même, comme je disais, j'ai jamais fait de rencontre homosexuelle auparavant, et j'avais un peu arrêté de chercher, honnêtement. Ce côté du le mec là m'attire dans l'amphi. Je savais très bien que ça allait aboutir sur rien, donc j'étais vraiment
plus du tout j'espérais plus, quoi. Un petit peu comme au lycée, remarque. Je fais un peu le parallèle. À chaque fois, c'est quand j'espère plus qu'il m'arrive quelque chose. Et je devais assister à une recherche d'une doctorante en tant que cobaye sur l'olfaction. Je devais sentir des odeurs, pour faire simple, et les évaluer. Et à la dernière séance, elle pouvait enfin me dire à quoi correspondait sa recherche. Donc j'en ai profité, j'ai posé plein de questions sur pourquoi elle me faisait sentir telle odeur, parce qu'on doit les faire entre guillemets à l'aveugle, on ne doit pas savoir pourquoi pour pas influencer les résultats. Et donc elle a pris un peu de temps à m'expliquer, et donc elle a empiété sur le rendez-vous d'après avec l'autre cobaye, qu'elle connaissait bien, qui était un de ses amis. Je suis sorti de là, moi, la tête, mais plein d'étoiles. Je savais pourquoi elle avait fait cette recherche. Et je passe ce long couloir du laboratoire. On a le droit de savoir, du coup sur quoi ça portait ? Ouais. C'est peut-être un petit peu compliqué. Okay. Mais ça me dérange pas. Mais en gros... en 3 mots. C'est pour évaluer l'hédonicité des voies rétronasales et orthonasales. En gros, c'est comment le caractère plaisant ou déplaisant d'une odeur peut évoluer avec soit son intensité, si elle est plutôt forte ou pas forte, et si on utilise plutôt le nez ou plutôt les papilles gustatifs. Donc respirer par le nez et expirer par la bouche. Le geek en moi a le cœur battant. Mais on s'éloigne trop du sujet de notre podcast. Pas de souci. On en parlera après. Ouais. Et donc, je sors en retard, et donc le mec qui était censé passer après moi, et lui, dans le couloir, il attend. Je le vois absolument pas. Mais vraiment, j'avais vraiment ma tête là-dedans, quoi, et je traverse ce long couloir. Et lui, par contre, m'a bien vu. Il m'a vu marcher au loin, et il est allé voir la doctorante, et il lui a demandé mon prénom. Elle a refusé au départ, puis après, tout de suite, elle lui a dit. Puis il lui a demandé mon nom de famille. Elle lui a dit non, mais je peux pas quand même. Bon, d'accord, c'est ça. Et donc, il m'a retrouvé sur Facebook parce que c'était mon prénom et mon nom de famille. Et il m'a envoyé un message. Il disait quoi, ce message ? Il est incroyable. Il me dit qu'il avait réussi à avoir mes coordonnées auprès de la doctorante, que je ne devais pas lui en vouloir. Et qu'il m'avait bien remarqué et qu'il aurait voulu savoir si j'étais une prouesse statistique qui réunissait à la fois la rousseur, parce que je suis roux, et l'homosexualité. J'étais sa prouesse statistique. Tu as répondu oui ? Non. Je lui ai dit que j'étais absolument pas intéressé, que je trouvais ça très gentil, que je le trouvais très courageux, mais que j'avais un concours à préparer. Je préparais le CAPES, je voulais devenir enseignant. Et donc j'avais absolument pas le temps de me lancer dans une relation amoureuse. Et il m'a répondu: ça tombe bien, moi aussi je prépare ce CAPES, je veux devenir aussi enseignant. Et il m'a dit: mais tu ne démens pas, est-ce que tu serais homosexuel ? Tu m'as dit que tu n'avais pas le temps, mais tu n'as pas dit que tu ne l'étais pas. Et je me dis: oui, je suis homosexuel, je suis désolé, mais du coup j'ai mes études, il faut que je les termine. J'ai projeté sur toi quelque chose qui me ressemble beaucoup. Et je l'ai même mis dans l'intro du podcast épisode 1, où je me suis dit, mais ça, à mon avis, il va pas être d'accord, mais tu l'étais d'accord. Tu t'es beaucoup réfugié dans les études. Bien sûr. En fait, c'est presque même les études qui t'ont sauvé, parce que tu disais, je tiens jusqu'au bac. Oui. Et là, il y a cette ouverture, tu dis non, mais moi je veux devenir prof, comme si un peu c'était l'échappatoire vers la vie d'adulte épanoui. Que j'avais compris ce qui m'avait manqué, et donc il y avait aussi cette idée-là de devenir professeur. Et ça, on en reparlera, je pense, dans la troisième partie, mais pourquoi je voulais devenir professeur des SVT, en plus du fait que la matière me plaisait énormément, mais voilà, toute ce parti pris d'éducation, la sexualité dans le milieu scolaire. Et donc, oui, les études ont toujours été très présentes dans ma vie, et m'ont permis d'avoir, je pense, des sortes d'œillères. Ce qu'on met aux chevaux pour qu'ils regardent bien droit. Ouais. Et qui se détournent pas ailleurs, qui papillonnent pas. Ouais. Un côté un peu, voilà, non, tu restes focus sur ta tâche et t'avances. À ce moment-là, quand tu refuses ces avances, oui. Il te plaît pas physiquement ? Je l'ai même pas vu dans le couloir. Et sur Facebook ? Il y a une photo de lui, on le voit très légèrement, il a pas beaucoup de photos sur Facebook. Je peux pas vraiment dire qu'il me plaît ou pas, je le vois en photo, sur une petite photo. Ouais. C'est pas le coup de foudre parce qu'il est pas dans l'image que j'avais de cet homme qui m'excitait sexuellement. Il a pas non plus les yeux bleus que j'adore ou des traits comme ça qui sont très ciblés, qui pourraient peut-être me faire chavirer, mais pour autant il me déplaît pas.
on est sur un gros neutre. Et puis j'étais neutre. Neutre, oui, vraiment neutre. Pour le coup, c'est une simple photo, je l'ai pas vue dans le couloir. C'est par automatisme alors que tu dis j'ai un un concours à préparer. J'avais peur aussi, je pense. Ok, ouais. De quoi tu prends soin quand tu dis non? C'est le premier gay qui me parle et qui me trouve attirant. C'est le contraire, là. Je suis pas habitué. Et ça me met dans une situation que je ne contrôle pas, que je ne maîtrise pas. Ouais, j'ai terriblement peur. Je me dis, mince, c'est dans ce sens-là, mais c'est pas censé être dans ce sens-là. Et donc, puis encore une fois, j'avais les études, mon père était toujours pas au courant. Je vivais encore chez mes parents. C'était la fin d'année de licence 3, la 3e année de licence. Et donc, non, ouais, pour moi, c'est... Alors, il voulait qu'on se voit, j'ai prétexté des excuses. Non, pas possible. Et... Cette histoire, elle finit bien. Hein. Oui, cette histoire termine très bien. Moi, je veux pas là le truc, parce que moi déjà tout à l'heure là dans la bibliothèque, j'ai cru que ça allait bien se finir. Je me suis fait avoir. Ah. Mais là, je veux dire aux personnes qui, comme moi, ont un cœur sensible, cette histoire finit bien. Oui, elle se termine bien. Ouais. Parce que tu le fais mariner combien de temps? En fait, je pense 2 semaines. Alors on parle, hein. On parle beaucoup. Et il parle beaucoup. On s'envoie des gros messages, des gros pavés. Et j'apprends à le découvrir, moi, inversement. Et au moment où je me sens prêt à le voir, peut-être, le confinement. Ah! Bah oui, 2020. Donc en fait, on va pas pouvoir se voir. Et donc, on discute pendant 2 mois et demi par Messenger. Et surtout, on apprend qu'on a une passion commune, les jeux vidéo. Et donc, on joue tard le soir. De 21h à 1h, 2h du mat. Et parfois, on s'arrête à minuit et on continue à discuter via Discord. 2h, 3h. On va pas le temps passer. Et au départ, j'avais plutôt quand je voulais le voir avant le confinement, cette naissance, cette envie-là de le voir, c'était plutôt de la curiosité. Et là, en fait, ce qui commence à naître, c'est un amour, littéralement. Je commence à tomber amoureux de la personne. De ce que j'apprends à connaître sur lui, de ses réactions. À ce moment-là, tu l'avais vu? Toujours pas en vrai. Non. Non. Attends, je l'ai vu en photo, il m'a envoyé... vidéo, vous faisiez des visios? Non, on s'est jamais fait de visio. C'est assez drôle, ouais. Maintenant que tu le dis, on s'est jamais fait de visio. Par contre, on s'en... petit à petit, au moment où j'ai commencé à tomber amoureux de lui, je voyais bien à flirter un petit peu. Et donc là, on a commencé à s'envoyer des photos. Et donc, on a été dans un flirt de bien 2 mois, où on s'est envoyé des photos, on avait un petit jeu, c'était... il était assez consommateur, il allait souvent sur Instagram, et il voyait des publications de mecs un peu sexy, dans des positions un peu suggestives, pas très très habillés. Et il m'envoyait la photo, et il me disait, est-ce que tu es capable de reproduire cette photo? Et donc, avec les moyens du bord, j'essayais de reproduire plus ou moins cette photo. Ce qui a été très compliqué, parce que moi, mon rapport à mon corps, il est... très compliqué parce que moi j'ai été en surpoids obèse, même surpoids type 2, limite obésité. J'ai maigri fortement au lycée et donc j'avais quand même des reliquats de ce surpoids, la peau distendue au niveau du ventre, et donc pas le ventre plat, on voyait, j'étais pas musclé, et donc ce rapport à me dénuder, à me prendre en photo, c'était compliqué, surtout que quand j'ai commencé à avoir des émotions pour lui, des sentiments, je voulais absolument pas le décevoir. Il y avait ce côté-là de me dire, mince, si finalement il m'aimait pas, si ce rêve s'arrêtait là. Ah. Et puis je trouve que le moment où j'ai ce mec qui est forcément bien gaulé sur Instagram, qui est dans un truc suggestif, et que moi c'est mon corps. Mais oui, complètement. Et tu l'as fait? Oui. Je l'ai fait, alors il a su après ça, mais moi je mettais environ 2 heures à prendre cette photo. Parce que il fallait que je trouve la bonne position, le bon éclairage, j'en prenais 50, j'allais en sélectionner qu'une seule, ça me plaisait pas, je recommençais, j'allais me recoiffer parce que la coiffure m'allait pas non plus. Et donc en fait, il y a eu toute une réappropriation de mon corps à travers ces photos, je pense aussi. Et puis surtout, en voyant ces photos qu'il m'envoyait, j'ai pu comprendre son type de mec. Effectivement, plutôt dans le style twink, c'est-à-dire des personnes pas très poilues et plutôt sveltes au niveau du corps. Alors, effectivement, pas très très musclé, mais pour autant, pas en surpoids, puis plutôt fin, svelte, c'est vraiment ça, en bonne santé, avec la peau. Et je me dis, mince, ça risque de poser problème, je suis pas non plus totalement là-dedans, on voit que j'étais en surpoids, que j'ai la peau du ventre qui pend un peu.
Et je me suis mis à faire du sport. Un petit peu chez moi. Puis en fait, beaucoup. Sur le tapis, essayer d'arranger un peu ce corps qui me plaisait pas parce que je voulais lui plaire. Donc, je suis passé d'une personne qui avait un avis neutre pour cette personne, voilà, qui ne voulait pas forcément se mettre avec, et à tout faire pour rentrer dans ses attentes, en fait. J'ai un ressenti très conflictuel en moi, là, quand tu dis ça. C'est-à-dire D'un côté, je me dis cool. Ouais, en même temps... Et de l'autre, je me dis ah, quelle horreur. Ben en fait, c'est compliqué. C'est-à-dire que je pense qu'on peut le prendre de deux façons différentes. Oui, il y a un côté du je me change physiquement pour l'autre. Et pour correspondre à une norme Instagram, oui, quoi. Totalement. Qui n'est pas du tout... les photos sont retouchées. Mais c'est ça, enfin, il y a tout un côté... Mais en même temps, mon physique de base me déplaisait. Et donc, j'étais conscient que je changeais pour lui, mais j'étais aussi conscient de me dire, en fait, j'utilise aussi cette énergie-là pour changer pour moi. Faire des choses que j'avais jamais eu le courage de le faire parce que j'avais pas la motivation. Eh bien, je vais prendre mon copain, mon crush, parce qu'à l'époque on ne sortait pas encore ensemble. Je vais le prendre et utiliser cette motivation pour me faire ce que j'arrive pas à faire tout seul, en fait. Donc, je le vois plutôt sur ce prisme-là. Pour moi, c'est vraiment le verre à moitié plein ou à moitié vide. Et je crois me le voir à moitié plein, pour le coup. Parce que c'était quelque chose que je voulais faire de base, mais que j'avais jamais réussi à faire. Et j'ai réussi à le faire, du coup, à rechanger. Et mon corps me plaisait plus à la fin. De ces 2 mois où j'ai fait du sport, où j'ai essayé de me mettre un petit peu... Parce que la peau distendue après une perte de poids, elle peut se retendre avec du sport. C'était un peu retendu, mais... Alors, avant d'avoir fait le sport, c'est un petit peu retendu, mais pas des masses. Et j'avais encore, en fait, un peu de... Il faut savoir que lorsqu'on prend du poids, on a vraiment du tissu adipeux qui va se créer. Et ce tissu adipeux, il ne peut pas s'enlever. Il ne peut pas se supprimer. Les cellules, elles sont là. Elles peuvent juste se vider au niveau de leur graisse. Et il y a du tissu qui peut être plus ou moins difficile à faire réduire en taille. La graisse qui va être stockée va être plus ou moins difficile à être éliminée par l'organisme. Et donc, moi, il me restait ça, si tu veux. Et donc, alors, ça provoquait un ventre un peu distendu. Et ça a fonctionné ? En fait, j'ai essayé de faire une sèche, ce qu'on appelle dans le langage, dans le jargon sportif, c'est-à-dire diminuer les apports glucidiques, augmenter... Pardon, j'ai bougé le micro, désolé. Augmenter le rapport protéique, et puis en faisant du sport, et oui, ça a fonctionné. Ça a été éprouvant, mais en fait, j'ai totalement utilisé l'énergie qu'il me donnait. Cette envie de me dire, waouh, là, par rapport à 4 ans en arrière, c'est lui qui est venu me voir. Ouais. Je sais que je lui plais. Lui me plaît de plus en plus. Le confinement va finir. J'aurai plus cette espèce de protection où on ne se voit pas. Et à la fin du confinement, je vais être parfaitement prêt. Un peu comme la métamorphose d'une chenille en papillon. Toi, tu lui demandais des photos ? Oui. Et lui, il a aucun... Comment je pourrais dire ? Il se pose beaucoup moins de questions, de manière générale. Et donc, il me les envoyait, aucun problème. Il n'était pas à se poser des questions, à se dire « Ah non, ça va être moche, ça va être... » Parce que pour autant, il ne rentre pas forcément dans le standard de beauté qu'on attend... qu'on a en tout cas qui sont véhiculés par Instagram, c'est ça que je veux dire. Il a un physique qui lui va très bien et je le trouve très bien aussi, hein, mais voilà, il est pas du tout... Et donc il se posait beaucoup moins de questions par rapport à moi qui était là à me dire « Ah, sur les photos, je suis pas comme eux, je suis pas... » La suite à la 3e partie. Allez, bien sûr. Je me dis qu'on va voir un petit peu ce qui va se passer quand on se verra pour la première fois. Exact, sachant que ça se termine bien. Moi, je veux que ça se termine bien. Non, je rigole. Merci. De rien. Rendez-vous au 3e et dernière partie. Avec plaisir. Pipi ? Écoute, ça va pour l'instant. Et c'est la fin de cet épisode. Et maintenant, je te donne les dernières infos sur les coulisses du podcast et comment la communauté des auditeurs peut t'aider. Sur le site du podcast, tu trouveras notre annuaire collaboratif des soignants-soignantes gays ou queer-friendly. On se partage entre nous nos contacts des soignants avec lesquels on se sent safe, médecins généralistes, proctologues, psy, sexothérapeutes, etc., francophones et partout dans le monde. Mais d'abord, on doit parler sous. Ce podcast, c'est mon boulot à temps plus que plein et j'ai pris 2 décisions. Première décision, je ne veux pas rendre le podcast payant. Je veux qu'il reste accessible. Deuxième décision, je ne veux pas non plus de sponsors commerciaux. Vous vendre du lubrifiant ou des godes que j'utilise pas,
Non merci, je limite mes sponsors à des assos ou aux services publics dont je porte déjà les messages de santé, mais bon, ça réduit beaucoup mes possibilités financières. Donc je dépends de vous, mes petits auditorices. Depuis 1 an, je cherche 400 auditeurs, auditrices qui peuvent me donner 5 € par mois pour que ça me fasse un gros SMIC, une sécurité financière minimum. Le pari est risqué, demander des sous pour un podcast gratuit dans une culture francophone qui n'a, il faut le dire, pas l'habitude de soutenir ses créatrices de contenu, c'est pas facile. On est 180 sur les 400. Je galère à faire décoller tout ça, alors si tu aimes mon contenu et que peut-être même ça t'aide, rejoins les 400 maintenant. Direction le site du podcast, tu vas pouvoir donner via ma plateforme de dons ou en direct avec mon RIB par mois ou en une fois pour un soutien annuel. D'ailleurs sur 1 an, ça fait 60 €, en gros le prix d'une séance de psy d'1 heure. Tu n'as pas de sous, t'inquiète, je comprends, alors clique tout de suite sur s'abonner dans ta plateforme d'écoute, active les notifications pour recevoir le titre de l'épisode dès sa publication et mets 5 étoiles et un commentaire sur la page du podcast sur Spotify et Apple Podcast. Ces petites actions, ça pousse l'algorithme à proposer le podcast à plus de gens et ça m'aide à trouver des témoignages et des donatrices. Bon, maintenant, faut que je te parle de ce qui se trame derrière le podcast avec notre belle communauté des auditeurs. Sur le site du podcast, tu trouveras aussi mes réseaux sociaux et ma communauté WhatsApp. Je te montre ma petite tête, je te raconte les coulisses du podcast. Souvent, je pose des questions pour des futurs épisodes, je demande de l'aide ou toi. Tu peux aussi m'envoyer des messages, par exemple des messages d'amour pour me motiver, ça me fait très plaisir. Tu trouveras aussi sur ce site la communauté Discord du podcast. C'est là où les auditeurs peuvent parler entre eux, peuvent parler des épisodes, de culture et aussi de sexe et de leurs sujets intimes. Sur le site, c'est aussi là que tu trouveras les infos pour organiser ou rejoindre une rencontre entre auditeurs ou un enregistrement live du podcast. Dans la communauté WhatsApp, il y a un groupe par ville. Des auditeurs y proposent des rencontres ou si je passe dans cette ville, moi je te mets un petit message, un petit coucou et on se voit. Et enfin, sur le site du podcast, tu trouveras le petit formulaire pour proposer ton témoignage. Comme je veux faire entendre la diversité de nos voix queer, en ce moment, je cherche particulièrement des jeunes qui ont entre 18 et 25 ans, ou au contraire, des hommes queer plus âgés, au-dessus de 60 ans. Je cherche aussi des hommes trans et queer, des hommes queer asexuels ou aromantiques, des hommes queer kinky, par exemple Puppy Handler, ou le kink des odeurs, et plus généralement, des hommes queer qui se sentent aujourd'hui très épanouis sexuellement et qui peuvent nous raconter ça. Mais bon, si tu ne corresponds à aucune de ces catégories, viens quand même proposer ton témoignage et sache que 90% des personnes que tu entends sur ce podcast m'ont dit avant ça « Oh, tu sais, je sais pas bien parler » ou « Moi, je pense que j'ai pas grand-chose à dire ». Donc, si tu sens l'envie de témoigner mais que tu doutes, c'est normal, viens, on s'en parle. Alors, va sur le site du podcast, tu tapes dans ton navigateur bit, c'est bit sans e.ly/comment devenir. Merci à toi et à très bientôt dans tes oreilles.